Anastasia est une jeune femme de 26 ans qui ne laisse personne indifférent. Tatoueuse, tiktokeuse, programmeuse, elle vend ses peintures et des robes qu'elle coud elle-même et s'est lancée depuis peu avec son mari Dimitri dans les contenus pour adultes. Elle explique d'ailleurs ce choix de vie à la télévision russe. Avec son style, son mode de vie atypique, elle fait parler d'elle et elle le sait. Mais derrière cette image publique de femme indépendante, forte et pleine d'assurance, se cache une petite fille blessée en recherche d'affection. Et son histoire, qui avait tout d'une success story, va tragiquement basculer dans l'horreur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui a fait grand bruit en Russie et résonne désormais à l'international. Restez avec moi jusqu'au bout, je suis sûre que beaucoup d'entre vous partageront mon ressenti. Je n'en dis pas plus, découvrons ensemble tous les détails de cette tragique affaire. Je ne joue pas souvent, et encore moins ces temps-ci, et je collabore rarement avec un jeu mobile, mais celui-ci m'a agréablement surprise, et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient accrocher. Je suis ravie de vous présenter le sponsor de cette vidéo, June's Journey. Vous incarnez June Parker, une jeune femme courageuse détective amateur déterminée à découvrir la vérité derrière l'assassinat de sa sœur. L'ambiance ? On est immédiatement plongé dans le New York des années 1920, luxueux salon, jardin feutré, costumes élégants, un décor parfait pour un mystère. À chaque chapitre, vous explorez des scènes superbement illustrées où vous devez repérer des objets cachés, leurs noms apparaissent en bas de l'écran, alors ouvrez bien l'œil et soyez rapide. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Entre deux scènes, vous pouvez construire et décorer votre île sur Orchid Island, bâtir des bâtiments, disposer des décorations et créer votre havre de paix dans cette enquête riche en rebondissements. Comme vous le savez, les apparences sont parfois trompeuses et chaque scène du jeu révèle ses secrets et son lot de trahisons. June's Journey est un jeu très divertissant et ce que j'aime particulièrement, c'est sa facilité d'accès et la richesse de son univers. Chaque semaine, l'intrigue s'étoffe avec un nouveau chapitre, de nouveaux décors somptueux et de nouveaux mystères à résoudre. Le jeu est gratuit, disponible sur iOS, Android et PC. Alors, si vous aimez les mystères et souhaitez faire une pause dans des univers élégants et colorés, téléchargez dès maintenant June's Journey via le lien en description ou scannez le QR code qui s'affiche ici. À vous de jouer les détectives. C'est à Saint-Pétersbourg qu'Anastasia Khamlovskaya, surnommée Nastia par ses proches, voit le jour le 7 février 1996. En Russie, les prénoms ont souvent un diminutif, par exemple Alexander donne Sacha, Dimitri donne Dima, Ekaterina donne Katia. Dans cette affaire, j'emploierai à la fois Nastia et Anastasia en fonction du ton et du contexte. Dès le départ, elle va connaître ce que l'on peut appeler une enfance difficile. Sa mère, Elena, est issue d'un milieu précaire et vit à cette époque une relation avec Igor, un homme alcoolique, peu fiable et qui ne souhaite rien de sérieux. Lorsqu'Anastasia vient au monde, Elena a 24 ans et la relation avec Igor est on ne peut plus conflictuelle. Ils vivent dans l'appartement d'étudiants loué par la jeune maman, lui ne participe à rien au sein du ménage et s'occupe encore moins de sa fille. Il traîne à la sortie du travail dans les bars où il se saoule avec ses amis, puis rentre complètement ivre à la maison. Au bout de quelques années, il perd son travail à cause de son addiction et passe désormais ses journées à la maison à boire et ruminer. La situation au sein du couple est chaotique et alors qu'Anastasia est encore toute petite, ils finissent par se séparer. À partir de ce moment-là, mère et fille vont vivre dans une extrême précarité. Elena fait ce qu'elle peut pour subvenir à leurs besoins et élève donc sa fille seule, sans soutien et sans argent. Malheureusement, elle n'est pas ce qu'on peut qualifier de mère douce et aimante. Elle aime sa fille bien sûr, mais la vie l'a endurcie et elle souffre également de problèmes d'alcool. Comme beaucoup, prise dans le tourbillon du quotidien, elle lui accorde peu d'attention, de tendresse et d'affection. Pendant son enfance, Anastasia et sa mère vivent dans une extrême pauvreté, passant de foyers d'urgence en hébergement précaire, dormant parfois sur des canapés chez des proches ou chez des hôtes de fortune. Après une longue période d'instabilité, elles finissent par s'installer dans une auberge de jeunesse. Trouvant là un peu de quiétude, elles y partagent un lit unique jusqu'aux 12 ans de Nastia. Dans cette pièce exiguë, sans intimité ni espace personnel,
La fillette grandit malgré la proximité de sa mère dans une solitude profonde, privée à la fois de confort matériel, de stabilité et d'attention. Elena, pendant cette période, malgré son addiction, accepte tous les petits boulots qu'elle peut trouver à Saint-Pétersbourg ou dans les communes alentours. Anastasia est donc souvent laissée seule pendant de longues journées et au moment même où elle apprend à parler, à marcher, elle apprend aussi à survivre et par chance, elle est très vive. Très tôt, elle cuisine seule, se brosse les dents, s'habille sans qu'on le lui ait appris. Elle découvre à son rythme comment se débrouiller dans un monde que jamais un enfant ne devrait avoir à affronter seul. Malgré la présence physique de sa mère, Anastasia est livrée à elle-même. Et dans cet isolement, dans ce silence, elle devient une petite fille triste, en manque cruel d'affection et de reconnaissance. À l'école, la fillette fait partie des meilleurs élèves, elle est appréciée et tout se passe bien. C'est d'ailleurs durant cette période de son enfance qu'elle va découvrir une passion qui ne la quittera plus, le dessin. Il lui suffit d'une feuille et d'un crayon pour passer des heures à matérialiser sur le papier ce qu'elle ressent, ce qu'elle a dans la tête. Le dessin devient pour elle un véritable échappatoire. Elena, alors que Nastia est encore toute petite, rencontre un homme, un certain Andrei. Ce qui aurait pu apporter de l'attention et une figure paternelle à la fillette va en réalité devenir une déception de plus. Andrei ne vit pas à Saint-Pétersbourg et chaque fois qu'il revient dans la Venise du Nord, Elena n'a aucun scrupule à laisser sa fille derrière elle pour aller le retrouver et profiter de bons moments à sa compagnie. Pendant des années, la relation amoureuse entre Elena et Andrei perdure et finit même par un mariage, mais la petite fille qui n'a jamais tissé de lien avec ce beau-père absent se sent de trop. En grandissant, le caractère de Nastia s'affirme. À 10 ans, elle commence à se montrer critique envers sa mère, lui reprochant ouvertement son addiction à l'alcool. Quand Elena buvait, elle n'était pas violente, heureusement, mais Nastia sentait, malgré son jeune âge, que sa mère devenait différente, elle finissait ivre, et la petite fille ne le supportait plus et ne se gênait pas pour le lui dire. Ces remarques provoquent des tensions mère-fille qui ne s'apaiseront jamais vraiment. Elena, qui a 35 ans, se retrouve dans son petit appartement avec une enfant d'à peine 10 ans qui lui fait la morale sur ses démons et elle non plus ne le supporte plus. À 12 ans, les choses changent pour Nastia. Elena quitte Saint-Pétersbourg, officiellement pour des raisons professionnelles, mais en réalité, elle part rejoindre Andrei pour s'installer avec lui et bien évidemment, elle décide de ne pas emmener sa fille. Elle demande donc à Igor, le père d'Anastasia avec qui elle a repris contact, de prendre enfin ses responsabilités. Il accepte, mais sa situation est des plus compliquées. Ces dernières années l'ont encore plus enfoncé dans l'alcoolisme. Il boit dès le réveil et est ivre avant midi. Incapable de vivre seul, il habite chez sa propre mère, la grand-mère paternelle d'Anastasia. C'est donc chez cette femme que la jeune fille est confiée, une femme aimante et travailleuse, au dos légèrement voûté dans la soixantaine, qui l'accueille à bras ouverts. Nastia s'installe chez elle à Kolpino, une petite commune située à une 50aine de minutes au sud de Saint-Pétersbourg. Ce qui aurait pu ressembler à un nouvel abandon devient au contraire une chance, une bouffée d'oxygène pour la fillette de 12 ans. Pour la première fois, Nastia trouve un semblant de stabilité, une présence maternelle, de l'attention et de la considération. Elle a désormais sa propre chambre et découvre dans cette petite maison un vrai foyer, un refuge chaleureux et aimant. Son père vit toujours là, mais il disparaît parfois plusieurs jours chez des femmes qu'il rencontre lors de ses beuveries, des relations qui ne durent jamais bien longtemps, et lorsqu'il est présent, il ne s'occupe absolument pas de sa fille. Malheureusement, si cette nouvelle vie apporte un peu de répit, elle marque aussi une rupture. Au début, Elena vient encore la chercher les week-ends, mais très vite, les visites deviennent plus rares, plus espacées. Ce nouveau rejet blesse profondément Anastasia. Elle a l'impression d'avoir été remplacée par la nouvelle famille que sa mère essaie de construire avec un autre homme. Enfant mélancolique, elle développe très tôt une tristesse chronique, une solitude intérieure et entre dans une adolescence tourmentée. Souffrant de dépression depuis l'enfance, elle voit à l'adolescence apparaître des troubles alimentaires.
C'est dans ce contexte que la jeune adolescente se construit, ballottée physiquement et émotionnellement par sa mère et par la vie. Heureusement, sa grand-mère devient son pilier, son repère dans ce monde où, jusque-là, elle n'a connu que l'instabilité. Mais parfois, l'amour d'une grand-mère ne suffit pas à lui seul à élever et à guider un enfant, et Nastia va peu à peu tracer sa propre route, une vie bien à elle. Nastia, qui voit de moins en moins sa mère, semble au contraire s'épanouir dans ce nouvel environnement. Elle trouve en sa grand-mère une alliée précieuse. Bienveillante et à l'écoute, cette dernière remarque très vite que sa petite fille est une jeune adolescente créative, qu'elle adore dessiner et qu'elle a, à ses yeux, un vrai talent pour l'art. Elle va donc tout faire pour l'encourager dans cette voie. Elle lui offre avec ses modestes moyens du matériel, des pinceaux, des carnets et l'aide simplement à se sentir libre d'exprimer ce qu'elle a en elle avec tendresse, sans jugement, sans pression. C'est aussi à cet âge-là que la jeune fille découvre un univers qui l'influencera à jamais, celui des mangas et des animés. Ces bandes dessinées et dessins animés venus du Japon sont, comme en France, très populaires en Russie. La jeune adolescente est fan de One Piece, Naruto et Bleach comme beaucoup de jeunes de sa génération. Mais ce sont les animés plus sombres et psychologiques qui vont particulièrement la marquer, comme Serial Experiment Lain et surtout Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion, plus communément appelé Evangelion, est un animé culte sorti en 1995. Ces personnages, au passé lourd et à l'enfance difficile, sont torturés, fragiles et profondément marqués sur le plan psychologique. On y suit notamment Shinji et Asuka, deux adolescents de 15 ans en pleine crise d'identité, rejetés ou incompris par leurs parents, qui se retrouvent du jour au lendemain contraints de sauver l'humanité. À bord de gigantesques robots humanoïdes appelés Eva, ils affrontent des entités mystérieuses nommées anges, dont l'objectif est de provoquer la destruction de l'espèce humaine. Mais au-delà des combats titanesques entre ces machines pilotées par des enfants et des créatures apocalyptiques, Evangelion est avant tout un drame psychologique et existentiel, une réflexion sur la solitude, la peur du rejet et le rapport au monde. Anastasia s'identifie profondément à ces adolescents en manque d'amour, rejetés par leurs parents, et voue un véritable culte à cette série qui l'accompagnera durant toute sa vie. Au fil des mois, sa grand-mère devient un soutien essentiel. Non seulement elle aide Anastasia à surmonter ses troubles alimentaires, mais elle lui offre surtout quelque chose de précieux que sa mère ne lui a jamais vraiment donné, de l'attention, du temps et un sentiment de sécurité. Elle l'encourage à trouver sa voie et à s'exprimer à travers son art. Parallèlement, Anastasia s'intègre bien dans son collège. Elle s'y fait un petit groupe d'amis proches avec qui elle partage ses centres d'intérêt et ses passions. Pendant ce temps, en 2009, alors qu'elle a 13 ans, sa mère, Elena, divorce d'Andrei. Mais ce n'est pas pour autant qu'Anastasia la voit davantage. 2 ans plus tard, en 2011, à 15 ans, Nastia, déjà animée par une forte volonté de s'affirmer et de se démarquer, souhaite se faire tatouer. Bien qu'encore mineure, sa grand-mère lui donne son autorisation et l'accompagne chez le tatoueur. Ce premier tatouage, loin d'être un simple caprice d'adolescente, marque le début d'un véritable engagement. Nastia ne veut pas seulement créer de l'art, elle veut devenir une œuvre d'art. La jeune fille, au caractère bien trempé, rêve de devenir riche et célèbre et nourrit des passions multiples pour le moins éclectiques. Elle aime la culture pop japonaise et coréenne, la musique en général, et éprouve une véritable fascination pour les voitures. Durant son adolescence, elle tient à se former, à se renseigner sur des domaines concrets qui peuvent lui rapporter de l'argent rapidement. Elle fait preuve d'un certain pragmatisme, mais aussi d'une grande volonté et d'une discipline étonnante pour son âge. Elle suit une formation en mécanique automobile, apprend la programmation informatique pour acquérir une compétence rentable et s'exerce comme apprentie tatoueuse dans un salon. Ce travail lui permet d'exprimer sa créativité, de perfectionner sa technique et de gagner un peu d'argent par elle-même. C'est à cette période qu'elle affirme sa personnalité en cultivant un look unique.
Cheveux teints, multiples piercings et style à la fois gothique et inspiré de l'animation japonaise dont elle est fan. À 16 ans, en 2012, elle ouvre son tout premier compte sur les réseaux sociaux sur la version russe de Facebook, VKontakte, plus communément appelée VK, où elle rassemblera jusqu'à plus de 6000 amis. Elle y partage ses passions, tatouages, cosplay, jeux vidéo, manga, animation japonaise. Elle attire rapidement une communauté fidèle et sans même s'en rendre compte devient influenceuse avant l'heure. En 2014, à 18 ans, elle termine son cursus scolaire, l'équivalent d'un lycée professionnel dans le domaine de l'automobile, et rejoint Saint-Pétersbourg, ville dont elle est amoureuse. Elle décide alors de se lancer sérieusement dans une carrière de tatoueuse. Dans un premier temps, n'ayant aucun point d'ancrage dans cette immense ville, elle loge tour à tour chez des amis, des connaissances rencontrées sur les réseaux, mais aussi parfois dans des squats. Au fil des ans, elle transforme son corps en toile vivante, se tatouant elle-même, sauf dans le dos, le seul endroit qu'elle ne peut pas atteindre. Son corps est presque entièrement recouvert d'encre et elle arbore déjà des tatouages sur le visage. Passionnée et indépendante, Nastia se fait rapidement une place dans le monde du tatouage à Saint-Pétersbourg. Elle se rapproche d'artistes issus de la scène underground, se spécialise dans des motifs inspirés des mangas, gagne peu à peu en notoriété locale et parvient à vivre de son art. En parallèle, sa présence sur les réseaux sociaux se développe. D'abord connue pour ses tatouages et ses photos de cosplay, elle attire de plus en plus l'attention. Anastasia remarque alors que ces clichés parfois plus suggestifs rencontrent un succès grandissant et contribuent à renforcer sa popularité. À seulement 18 ans, Nastia a réussi le tour de force de vivre de ses passions et de gagner confortablement sa vie, une belle revanche pour la fillette qui, des années plus tôt, partageait un lit avec sa mère dans une auberge de jeunesse. Malheureusement, la relation entre Elena et sa fille ne s'est jamais vraiment apaisée. Les deux femmes s'aiment mais peinent à communiquer. Anastasia témoigne son affection en lui offrant des cadeaux, en l'invitant au restaurant, en essayant de prendre soin d'elle du mieux qu'elle peut. Elena, elle, ne sait pas toujours comment se positionner, elle a toujours ses problèmes d'alcool, elle n'ose pas dire certaines choses, évite les conflits et s'abstient souvent d'exprimer ce qu'elle pense. Elle n'a par exemple jamais mis le holà pour les tatouages, le premier à 15 ans s'est fait sans qu'elle le sache. Lorsque Anastasia a commencé à se tatouer le visage, elle était contre, mais n'a jamais osé le lui dire franchement. Nastia est devenue une jeune femme atypique, fonceuse et déterminée, mais cette réussite ne lui suffit pas. Ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est la reconnaissance. Elle veut être célèbre. En 2016, elle tente sa chance dans une émission de télé-réalité de relooking dont le but est de transformer des jeunes femmes atypiques, rebelles, au parcours chaotique, en véritables ladies. Les participantes sont encadrées par des coachs, suivies par des caméras et éliminées au fil des semaines. La gagnante remporte environ 5 000 € et une certaine notoriété. Après plusieurs entretiens, Nastia n'est pas retenue. Peu importe, elle en est persuadée, d'une manière ou d'une autre, elle sera célèbre, que ce soit grâce à ses tatouages, ses cosplays ou son image. À 21 ans, elle est désormais reconnue dans le monde du tatouage de Saint-Pétersbourg et attire de nombreux clients grâce à sa présence sur les réseaux. Elle participe d'ailleurs à un reportage consacré à la jeunesse alternative de la ville. Dans ce documentaire disponible sur YouTube, elle se confie sur les relations humaines, réfléchit au temps qui passe et exprime son attachement profond à Saint-Pétersbourg. C'est peu de temps après qu'elle choisit son pseudonyme, Grishman, un nom de scène stylisé, plus simple à prononcer pour le public international. À la même époque, elle se lie d'amitié avec la rappeuse russe underground Hofmanita. La jeune femme se présente à une rencontre initiée par Nastia pour enseigner le tatouage. Les deux jeunes femmes deviennent amies et Nastia fait une apparition dans l'un des clips de la rappeuse. En 2019, à 23 ans, Anastasia possède déjà plusieurs voitures customisées à l'effigie de son animé préféré Evangelion. Elle ne passe pas inaperçue.
La jeune femme gère son activité florissante et compte près de 300 000 abonnés sur TikTok, où elle partage ses bons plans, ses recommandations de manga, ses états d'âme, ses projets, mais aussi son combat contre le poids. Au fil de ces années, Nastia vit plusieurs relations sérieuses avec des jeunes hommes de son milieu qui, malheureusement, ne durent jamais. Avec son humour grinçant, elle publie sur TikTok et Instagram des vidéos tournées en compagnie de ses petits copains et de ses amis. Elle aime afficher sa réussite, son argent, ses voitures customisées, ses projets. Elle renvoie l'image d'une femme ambitieuse, entrepreneuse, toujours en mouvement. Mais derrière les apparences, c'est beaucoup plus sombre. Ses relations amoureuses virent vite au toxique avec des hommes que ses proches décrivent comme instables, cruels, parfois dangereux. Elle évolue dans un univers où la drogue circule rapidement, la plupart de ses compagnons en dépendaient. D'après ses amis, elle ne consommait pas, ne buvait que très peu d'alcool, ce qui tranche avec les photos où on la voit entourée de bouteilles, cigarettes à la main. Alors, était-ce seulement pour l'image ? Tout semble sourire à Nastia, sauf l'amour, jusqu'au jour où un jeune homme franchit la porte de son salon de tatouage et change sa vie à jamais. Dmitri Tchernyshov naît le 15 février 1998 à Omsk, une grande ville industrielle de Sibérie, à près de 4 heures de vol de Saint-Pétersbourg. Un endroit reculé, souvent décrit comme froid et isolé, il a donc 2 ans de moins que Nastia. À la fin de l'adolescence, Dimitri se met en couple avec Margarita Zaraya, une jeune fille de chez lui qu'il connaît depuis l'enfance. À 18 ans, ils décident de quitter leur région natale pour s'installer à Saint-Pétersbourg, une ville plus ouverte, plus moderne, plus créative, à l'image de leurs aspirations. Sur place, Dimitri trouve un petit emploi dans l'informatique. Il conçoit des sites web, tatoue occasionnellement, mais au fil des ans, partage aussi avec Margarita une activité beaucoup plus sulfureuse. Sous son impulsion, le couple tourne régulièrement des films pour adultes. Margarita est à la fois sa compagne, sa partenaire professionnelle et sa partenaire de scène. En 2021, le jeune homme de 23 ans vient se faire tatouer sur les conseils de Margarita. Grande admiratrice du travail de Nastia, qu'elle suit assidûment sur les réseaux sociaux, elle s'était d'ailleurs déjà fait tatouer par elle quelques mois auparavant. Ravie du résultat, elle encourage son compagnon à franchir le pas. C'est ainsi qu'en septembre 2021, Dmitri franchit pour la première fois la porte du salon d'Anastasia. Il a commandé une grande pièce, un tatouage complexe qui nécessitera plusieurs séances. Dès la première rencontre, le contact passe bien. Au fil des rendez-vous, ils échangent, rient, se découvrent des points communs, la passion des voitures, du tatouage. Ils partagent le même univers, une même vision du monde. Tous deux se sentent en lutte contre un système normatif et patriarcal qui les oppresse. Ils souhaitent quitter la Russie et rêvent de voyage. Mais ce que Nastia et Dmitri partagent surtout, ce sont des enfances cabossées. Dmitri, lui aussi, porte un lourd passé. Sa mère est décédée alors qu'il était encore enfant, élevé par un père distant et une belle-mère avec qui il entretient peu de liens. Il grandit dans un climat froid, sans affection. C'est un garçon silencieux, timide, renfermé. À l'adolescence, il s'acoquine avec de mauvaises fréquentations et commence à prendre des substances. Dmitri se replie sur lui-même et développe une fascination inquiétante pour la mort. Sur son profil VKontact, il publie des poèmes sombres, des textes empreints de désespoir, de solitude et de dépression. Il poste des photos de lui dans des cimetières parfois accompagnés de légendes troublantes. Il dit aimer marcher parmi les tombes des jeunes filles plus jeunes que lui. Difficile de savoir s'il cherche à choquer ou s'il le pense réellement, mais certaines de ses publications dérangent. Il y tient aussi des propos misogynes et provocateurs, affirmant par exemple qu'il ne coucherait jamais avec une fille de plus de 16 ans ou pesant plus d'un certain poids. Il prétend même avoir eu une relation avec une jeune fille de 13 ans. Ses prises de parole sur les réseaux sociaux deviennent de plus en plus dérangeantes et choquantes. Mais tout cela ne semble pas déranger Nastia, adepte elle aussi de la provocation. Sulfureuse sur les réseaux, elle n'hésite pas à choquer. Sur son profil Shikimori,
un site communautaire dédié aux animés et aux mangas. Elle indique par exemple que son personnage préféré est Adolf Hitler. Après plusieurs jours, elle et Dimitri vont passer du temps ensemble. Au fil des séances, la connexion devient évidente. Ils décident de se revoir en dehors du salon. Ils se rendent à des événements artistiques, à des conventions de tatouage, se promènent dans des concessions automobiles. Peu à peu, leur complicité glisse vers une forme d'intimité. Mais cette proximité n'échappe pas à Margarita. Depuis quelque temps, elle remarque que son petit ami passe tout son temps libre avec Nastia. Les disputes s'enchaînent. Les crises de jalousie deviennent quasi quotidiennes. Margarita sent que quelque chose lui échappe, que son couple lui file entre les doigts. Désespérée, elle harcèle Dimitri de messages lorsqu'il est avec Anastasia. Lui, de son côté, jure qu'elle se fait des idées, qu'il n'y a rien entre eux, ils sont juste amis. Elle n'en croit pas un mot. Persuadée qu'il la trompe, elle le supplie d'arrêter de voir la tatoueuse et à bout menace même de se faire du mal si la situation continue. Un jour, alors que Dimitri et Nastia sont ensemble, les messages de Margarita deviennent alarmants. Pour tenter de la rassurer, il décide d'aller la voir chez elle afin de lui prouver qu'il ne se passe rien entre eux. Mais la rencontre tourne mal. Margarita refuse d'écouter, explose en larmes, crie, tremble. En pleine crise, complètement désemparée, elle quitte brusquement l'appartement en pyjama alors qu'à l'extérieur, le froid de Saint-Pétersbourg est glacial. Inquiète pour elle, Nastia comprend que la situation peut virer au drame. Elle contacte aussitôt les secours. Margarita sera retrouvée peu après en état d'hypothermie et prise en charge par les urgentistes. Cet épisode aurait pu marquer un électrochoc pour Dimitri, mais c'est un autre événement bien plus violent qui scellera la fin de leur relation. Peu de temps après, Margarita découvre que son petit ami aurait offert une voiture à Nastia. Oui, une voiture. Un cadeau luxueux qu'elle-même n'avait jamais reçu de sa part. Lorsqu'elle l'apprend, c'en est trop. Folle de rage, elle prend le volant et fonce. Elle encastre sa propre voiture dans celle de Nastia. Cet incident marque la rupture définitive entre Margarita et Dimitri. Leur histoire, commencée à l'adolescence, s'achève dans la colère et la trahison. Elle avait quitté sa région pour lui, partager ses projets, tourner des films à ses côtés, et le plus cruel, c'est que tout a commencé par elle. C'est Margarita qui, admirative du travail de Nastia, avait convaincu son compagnon d'aller se faire tatouer chez cette jeune femme qu'elle suivait sur les réseaux. Un simple conseil, un geste anodin qui allait, sans qu'elle le sache, bouleverser sa vie et celle de Nastia à jamais. Comme vous vous en doutez, Margarita avait vu juste peu après leur séparation, Dimitri et Anastasia se mettent en couple. Et très vite, le schéma se répète. De la même façon qu'il avait pris le contrôle de la vie de Margarita, Dimitri s'empare peu à peu de celle de Nastia. Très vite, il réalise qu'elle peut lui apporter bien plus qu'une simple relation, de la notoriété, de l'influence et surtout une situation financière confortable. Avec près de 300 000 abonnés sur Instagram, il commence à démarcher les marques, à négocier des partenariats, à gérer sa communication. Il professionnalise ses réseaux, planifie ses publications, optimise les promotions de ses formations en ligne. Sous sa direction, tout devient cadré, calibré et surtout plus rentable. Et les résultats ne se font pas attendre. Dimitri s'implique aussi dans la gestion de son salon de tatouage, organise les rendez-vous, restructure les plannings. En quelques mois, le chiffre d'affaires double presque. En mars 2022, à peine 6 mois après leur rencontre, ils décident de se marier civilement en petit comité, un mariage impulsif mais qui scelle officiellement leur union. À ce moment-là, tout semble aller pour le mieux, les affaires prospèrent, la réputation de Nastia ne cesse de croître et Dimitri orchestre tout d'une main de maître. Mais ce n'est pas suffisant pour lui. Bientôt, il lui souffle une nouvelle idée, se lancer sur OnlyFans. D'abord, Nastia échange simplement des photos contre rémunération, puis peu à peu, Dimitri la pousse plus loin. Il agit avec subtilité, ou plutôt manipulation. Il amène le sujet à plusieurs reprises, l'air de rien, jusqu'à ce que la jeune femme finisse par évoquer elle-même l'idée de tourner des scènes. Persuadée que cela vient d'elle, elle accepte.
Lui évidemment se dit partant et prend en main la réalisation. Les vidéos qu'il tourne n'ont rien de sophistiqué, Dimitri filme avec son téléphone à la main leurs ébats intimes, mais leurs scènes se distinguent par leur caractère cru, souvent violent, inspiré d'une dynamique dominant-dominée. Anastasia y paraît totalement soumise à son mari, il tourne dans des lieux insolites, une station-service, une cage d'escalier, une rue déserte, des toilettes. Très vite, ces contenus alimentent leur compte sur diverses plateformes. Anastasia devient la nouvelle partenaire de Dimitri à l'écran. Et, fidèle à son besoin d'assumer ses choix publiquement, elle en parle même à sa mère. D'abord sur le ton de la plaisanterie, puis plus directement. Mais Elena, déstabilisée, ne sait pas comment réagir, les discussions dégénèrent, les tensions s'installent, une nouvelle fois mère et fille se heurtent, incapables de se comprendre. Et cette nouvelle activité ne fait pas l'unanimité. À peine un mois après avoir commencé, Nastia est invitée à participer à une émission russe très populaire, Au-delà de la limite. Une émission de témoignages comparable à Ça commence aujourd'hui en France. Selon son animateur vedette, Sergueï Sosedov, le programme a pour but d'aider les invités à comprendre leurs problèmes. En réalité, le format est bien plus sensationnaliste. Les invités viennent y laver leur linge sale en public, sous le regard d'un panel d'experts et d'un public friand de drame. L'épisode est diffusé en avril 2022. Nastia vient y parler de sa carrière dans le X. Elle y voit l'occasion d'expliquer ses choix, de s'assumer pleinement, mais aussi et surtout de se faire remarquer. Et ça tombe bien pour la jeune femme car les producteurs, eux, n'ont qu'un seul objectif, faire de l'audience. L'émission s'ouvre sur un portrait d'Anastasia, elle y évoque son enfance difficile, son parcours conflictuel à ses parents, ce sentiment d'abandon qui ne la lâche pas. Elle reproche à sa mère un manque de soutien affectif, Elena de son côté dit ne pas comprendre le mode de vie de sa fille. Leur relation mère-fille est décortiquée, les problèmes d'alcool d'Elena sont évoqués, tout comme son refus d'accepter la récente carrière d'Anastasia dans le X. Mère et fille sont face à face et à un moment donné, le présentateur lance à Nastia « Vous pourriez comprendre votre mère, vous savez qu'elle partira avant vous. » Malheureusement, c'est l'inverse qui se produira. Les experts décrivent Anastasia comme une jeune femme perdue, fragilisée par ses tensions familiales. Puis vient le moment clé de l'émission, la confrontation. Nastia, déjà face à sa mère, Elena, au psychologue et au chroniqueur, voit alors arriver une invitée surprise. Les producteurs ont réservé un coup de théâtre. Margarita, l'ex-compagne de Dimitri, fait son entrée sur le plateau. La jeune femme est bouleversée, visiblement fragile, elle a les larmes aux yeux, l'attention est immédiate. Le public se range instinctivement de son côté, Margarita apparaît sincère, blessée, tandis que Nastia, plus dure, plus provocante, donne l'image d'une fille arrogante. Lorsque l'animateur demande à Margarita si elle pense que le mariage de Nastia et Dimitri va durer, elle répond sèchement « Pas du tout, il est juste en train de l'utiliser » et elle se met à décrire son ex sous un jour bien différent de celui que décrit Nastia. Elle raconte que si elle a accepté de tourner des films pour adultes, c'était uniquement par amour pour ne pas le perdre, qu'il l'avait manipulé, exploité, qu'il l'avait frappé à plusieurs reprises. Elle confie également qu'au moment de leur rupture, Dimitri l'avait même étranglée. Des accusations graves, mais Nastia n'en croit pas un mot. Elle accuse Margarita de mentir, de vouloir se venger, d'être jalouse, toujours provocante, elle lui lance « Sans lui, tu n'es rien, moi, je peux me débrouiller seule, je sais gagner de l'argent ». Lorsqu'on lui demande quelles sont ses sources de revenus, elle répond que l'essentiel vient de la programmation, du tatouage, de ses cours de dessin, de la vente de ses tableaux, des expos et même de la couture sur commande. Elle affirme gagner entre 3 et 20 000 euros par mois selon qu'elle paraisse ou travaille bien et se targue d'avoir encaissé récemment près de 30 000 euros pour quelques heures de programmation. Avec cet argent, dit-elle, elle a gâté sa grand-mère, s'est payé une opération esthétique et a mis de l'argent de côté pour un appartement. Elle surenchérit. J'emmène ma mère au resto, je lui achète des cosmétiques, des vêtements, je ne rechigne jamais pour elle. J'ai grandi, j'ai réussi
et maintenant je sais ce que c'est que vivre, pas survivre. Plus tard, alors que Margarita raconte avoir été battue par Dimitri, la jeune tatoueuse lance à sa rivale « S'il t'a frappé, c'est sûrement de la légitime défense, tu es folle, tout le monde le sait, tu l'as attaqué avec des objets contondants. » Nastia ironise. En 5 ans de relation, Margarita n'aurait jamais reçu autant d'attention ni de cadeaux qu'elle en a eu en quelques mois, et surtout Dimitri ne l'avait jamais demandé en mariage, chose qu'il a faite avec elle presque immédiatement. L'ex, visiblement touché, prédit que le mariage ne durera pas. Dimitri, selon elle, profite de la notoriété d'Anastasia et vit à ses crochets. Puis quand on demande à Nastia pourquoi Dimitri l'a quittée pour elle et surtout pourquoi il ne la quittera pas, elle aussi un jour comme il l'a fait avec son ex, Nastia sourit et lâche « Il suffit de nous regarder toutes les deux pour comprendre, nous ne jouons pas dans la même cour. Tu me copies, tu es une groupie, tu n'as aucune personnalité. » Sur le plateau, le malaise est palpable. L'animateur se tourne alors vers Elena et lui demande « Est-ce que cela ne vous effraie pas de voir votre fille mariée à cet homme et le défendre ainsi ?» Elena répond calmement « Ce n'est pas le Dimitri que je connais. » Elle décrit un jeune homme plutôt calme, respectueux, réservé et ajoute qu'elle serait ravie si sa fille lui donnait un petit enfant à élever. Ce à quoi Anastasia répond ne pas être prête à avoir un enfant, elle n'en envisage pas avant au moins 10 ans. Elle aussi, comme sa fille, pense que Margarita exagère, qu'elle cherche seulement à se venger, mais le pire reste à venir. Les spectateurs ne sont pas au bout de leur surprise, car quelques instants plus tard, Dimitri entre à son tour sur le plateau. Il s'assied aussitôt près de son épouse. Quand l'animateur lui demande pourquoi il a quitté Margarita pour Anastasia, il répond froidement « Regardez-les toutes les deux, vous ne voyez pas la différence ?» Le public est choqué par son arrogance. Sans filtre, Dimitri traite son ex d'hystérique et nie toute forme de violence. Les experts et les psychologues présents s'alarment. Ils tentent de raisonner Nastia, de lui faire comprendre que le comportement de son mari est dangereux, révélateur d'un profond mépris des femmes, mais elle ne veut rien entendre. Elle le défend bec et ongle, le présente comme un homme tendre, généreux, attentionné. Elle cite leurs projets communs, évoque les voitures luxueuses qu'il y aurait offertes, mais sur le plateau, le doute s'installe. Plusieurs intervenants rappellent qu'à l'époque où il était avec Margarita, Dimitri ne roulait pas sur l'or, d'où venait donc tout cet argent. Nastia répond que, grâce à lui, ses revenus ont doublé. Un chroniqueur lui rétorque que c'est plutôt l'inverse, que c'est elle qui fait vivre le couple grâce à son image, sa notoriété et désormais son corps. La vérité, c'est que si Dimitri semble aujourd'hui prospère, c'est grâce à Nastia. C'est elle qui attire les abonnés, c'est elle qui génère les revenus, c'est elle qui finance tout ce que Dimitri prétend posséder. Elle est, sans le savoir, la vitrine de son emprise. Les chroniqueurs estiment d'ailleurs que Dimitri ne lui a en réalité jamais acheté de voiture, elle se l'est offerte elle-même. Selon eux, tout cela n'était qu'une mise en scène et Nastia aurait été poussée à tourner des scènes pour adultes sous pression. La jeune femme, elle, affirme le contraire. J'en avais envie depuis longtemps, ça m'a toujours intéressée, je trouve ça beau, esthétique. Comme pour tout, on peut le présenter de façon vulgaire ou de façon belle. Je peins mes toiles avec le même regard et je filme avec la même intention. J'y pensais déjà avant, j'avais simplement personne pour me soutenir. Puis, fidèle à son tempérament irrévérencieux et provocateur, elle fait le buzz en déclarant « Je me considère jolie, je pense qu'il devrait y avoir des affiches de mes fesses partout à la place des affiches publicitaires et que mes films devraient être diffusés dans les églises. » Elena affirme ne pas avoir honte de sa fille mais confie être profondément peinée par les choix de sa fille. Puis vient la question fatidique. Par amour pour sa mère, Nastia pourrait-elle arrêter de tourner des contenus pour adultes ? Contre toute attente, Nastia répond oui. Elle dit qu'elle savait que cela dérangeait sa mère, mais pas à ce point. Alors, si c'est ce qu'elle souhaite vraiment, elle est prête à tout arrêter. La même question est ensuite posée à Dimitri. Serait-il capable lui aussi de renoncer à ce type de contenu ? En retrait, il répond d'un ton détaché, comme une évidence que bien sûr il le ferait si c'est pour la famille.
Nastia promet alors à sa mère d'arrêter de tourner. Et tandis que l'émission touche à sa fin, Margarita, en larmes, conclut d'une voix tremblante « Ils ne sont ensemble que depuis peu, je leur donne 1 mois avant qu'ils ne la frappent. » Ces mots résonneront comme une prophétie, car quelques mois plus tard, c'est bien pire encore qui allait se produire. La complicité entre Dimitri et Anastasia affichée sur les plateaux télé n'était en réalité qu'une mise en scène. Derrière les sourires convenus et les déclarations provocantes, le couple va mal, très mal. Leur relation déjà instable au moment de l'émission devient de plus en plus anxiogène. Comme les hommes qu'Anastasia avait connus avant lui, Dimitri s'avère être un compagnon destructeur. Un homme de plus sur la liste de ceux qui l'auront brisé. Désormais marié à une femme qui génère à elle seule des milliers d'euros chaque mois, Dimitri, contrairement à ce que Nastia a dit lors de l'émission, ne travaille plus. Il n'a ni emploi stable, ni projet personnel. Il se contente en réalité de vivre à ses crochets, d'apparaître dans leurs vidéos pour adultes et d'encaisser les bénéfices. Il ne cesse de lui demander de l'argent, empruntant régulièrement des sommes qu'il ne rembourse jamais. Anastasia confiera même à plusieurs proches qu'elle a parfois l'impression de vivre avec un proxénète. Il profite d'elle, de son image, de son corps, de sa notoriété, et le pire, c'est qu'elle le sait. Les disputes deviennent quotidiennes, la tension permanente. Dimitri, qui consomme régulièrement des substances, se montre de plus en plus irritable, imprévisible et contrôlant. Il surveille tout. Le moindre message, le moindre commentaire, la moindre notification sur les réseaux sociaux déclenche une crise. Sa jalousie est maladive. Pourtant, lui-même échange avec d'autres femmes, parfois ouvertement, parfois en secret. Il entretient plusieurs conversations ambiguës, multiplie les flirts tout en exigeant qu'Anastasia reste irréprochable. Ce double discours alimente encore davantage les conflits. Dans sa vie privée, tout s'effondre, la jeune femme est au plus mal. Sa décision d'arrêter le contenu pour adultes par amour pour sa mère provoque de nouveaux conflits avec Dimitri, loin de partager ce choix malgré ses belles paroles sur le plateau. Les disputes se multiplient, la tension devient insupportable. Elle se sent épuisée, vidée, de plus en plus utilisée. Nastia a l'impression que Dimitri ne fait que se servir d'elle, qu'il profite de tout ce qu'elle a bâti sans jamais rien lui rendre et lui doit d'ailleurs plusieurs milliers d'euros. Peu à peu, la jeune femme sort moins, voit moins ses amis et se renferme sur elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se rapprocher de Kirill Kilson, un jeune homme originaire de Saint-Pétersbourg qu'elle connaît déjà depuis quelque temps. Kirill fait partie de son univers, il se montre attentif, bienveillant et surtout, il ne la juge pas. Anastasia se confie à lui, elle lui dit qu'elle déteste son mari, qu'elle n'en peut plus, qu'elle veut le quitter. Elle lui raconte tout, la jalousie maladive de Dimitri, ses excès, sa paresse, son contrôle constant. Au fil des semaines, leur complicité grandit, une relation se crée. Désormais, Anastasia n'a plus qu'une idée en tête, quitter Dimitri et recommencer à zéro. Elle veut complètement changer de vie, tout reprendre, ailleurs, loin. Depuis l'adolescence, elle nourrit un rêve précis, partir vivre en Corée du Sud. Ce n'est pas un projet impulsif, mais un rêve qu'elle porte depuis des années. Elle s'intéresse depuis longtemps à la culture asiatique, en particulier au Japon et à la Corée. Cet univers l'inspire, on le retrouve dans ses tatouages, dans ses cosplays, dans sa façon de s'habiller. Ce n'est pas qu'un simple intérêt, c'est devenu une véritable partie de son identité. Le couple, au bord du chaos, avait initialement prévu de partir ensemble, mais Dimitri, en raison de condamnations judiciaires, notamment pour désertion, il avait évité le service militaire, est interdit de quitter le territoire. Il lui est donc impossible de prendre l'avion et de voyager à l'étranger. Désormais, elle compte bien partir sans lui pour y commencer une nouvelle vie. Grâce aux réseaux sociaux, elle a déjà des contacts sur place, notamment à Séoul. Elle connaît plusieurs tatoueurs vivant là-bas, sait dans quel salon elle pourrait travailler. Elle ne partirait donc pas dans l'inconnu. Son projet est clair, collaborer d'abord dans un salon de tatouage, puis à terme ouvrir le sien. Alors, début juillet 2022, 3 mois seulement après leur mariage, Anastasia prend sa décision.
Elle annonce à Dimitri que tout est fini. Elle lui demande de quitter l'appartement et non sans esclandre, il s'en va. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent légère, comme soulagée. Un nouveau départ s'offre à elle, une vie en Corée et peut-être une relation enfin saine avec Kirill qui la soutient dans cette rupture. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que cette liberté retrouvée sera de courte durée, car dans l'ombre, Dimitri n'a pas dit son dernier mot. Et pour Anastasia, le pire est encore à venir. Le 10 août 2022, en début d'après-midi, une jeune femme pousse les portes d'un commissariat de Saint-Pétersbourg. Elle s'appelle Anastasia Tsebenko et ce qu'elle s'apprête à révéler va sidérer les policiers. Pour plus de simplicité, je l'appellerai Tsebenko. Elle affirme qu'une femme se nommant Anastasia Grishman sur les réseaux a été tuée et que son corps se trouve toujours dans la baignoire de son appartement à quelques kilomètres de là. Face aux enquêteurs stupéfaits, la jeune femme explique qu'elle connaît le meurtrier. Il s'appelle Dimitri Tcherneshkov et c'est lui-même qui le lui a avoué. Quelques mois plus tôt, Tsebenko avait été contacté par Dimitri et Anastasia. Tous deux étaient à la recherche d'une partenaire pour tourner une vidéo à 3, une première pour le couple. Actrice de films pour adultes, elle avait accepté de discuter avec eux sur les réseaux sociaux. Ils ne s'étaient rencontrés que brièvement, leur relation s'était limitée à quelques échanges professionnels, rien de plus. Mais le 3 août 2022, tout bascule. Ce jour-là, Dimitri la recontacte. Il semble nerveux, instable, agité. Très vite, la conversation prend une tournure étrange et il demande de la rencontrer. Elle accepte. Il lui dit qu'elle est gentille, à l'écoute, qu'il sent qu'il peut lui faire confiance. Et puis, sans détour, il lâche une phrase cinglante. « J'ai tué Anastasia ». Tsebenko croit d'abord à une mauvaise blague, mais il insiste. Son ton est calme et posé. Il lui raconte que son épouse allait mal, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait partir et qu'entre eux existait un pacte. Si un jour elle décidait d'en finir, il devait l'aider. Selon lui, il avait déjà refusé à 2 reprises, mais cette fois, il aurait tenu parole. Il raconte qu'il l'a poignardée dans leur appartement puis laissée dans la baignoire. Tsebenko est sous le choc, elle ne sait pas comment réagir. L'homme qu'elle connaissait à peine lui parle d'un meurtre avec une désinvolture effrayante. Très vite, leur échange prend une tournure des plus dérangeantes. Dimitri d'abord lui confie qu'il compte lui aussi en finir, puis il se montre soudain séducteur, ambigu, presque charmeur. Il flirte avec elle comme si de rien n'était. La jeune femme désorientée ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer. Les jours suivants, elle garde le silence et ils continuent à se parler. Dimitri lui dit qu'il va se dénoncer, qu'il a juste besoin de quelques jours pour se préparer, mais son attitude reste trouble. Il parle de son crime comme d'un secret partagé et glisse même qu'ils pourraient vivre autre chose ensemble. Puis, au fil des conversations, il lui fait 3 propositions terrifiantes. La première, fuir tous les deux, quitter la ville et recommencer ailleurs. La deuxième, cacher le corps pour éviter que la police ne le découvre. Et la troisième, mettre fin à leur jour ensemble comme un dernier pacte d'union morbide. Tsebenko est terrifiée. Elle sent que la situation lui échappe, le ton de Dimitri devient de plus en plus alarmant, il alterne entre séduction et menaces voilées. Et lorsqu'elle apprend qu'il essaie de renouveler le bail de leur appartement au nom de la jeune femme, celui où le corps d'Anastasia repose depuis plusieurs jours, elle comprend qu'il n'a aucune intention de se rendre et encore moins d'en finir. Alors, elle prend une décision radicale. Le 10 août 2022, elle se rend à la police et raconte tout. Les enquêteurs réagissent immédiatement. Une équipe est envoyée sur place. Lorsque les policiers arrivent à l'adresse indiquée, la porte est verrouillée. Ils la forcent. Dès l'entrée, l'air est lourd, presque irrespirable. L'appartement est en désordre. Une odeur pestilentielle émane d'une des pièces. Très vite, ils comprennent. Ils découvrent des affaires éparpillées, une valise ouverte, des traces de sang sur le canapé. Dans la salle de bain, ils découvrent le corps sans vie d'Anastasia. Elle a été poignardée à plus de 20 reprises. Le corps, en partie immergé dans l'eau stagnante, commence déjà à se décomposer.
L'autopsie confirmera qu'Anastasia a succombé à un traumatisme rénal combiné à de multiples plaies profondes. 6 entailles-nettes sont relevées au niveau du cou. La scène est insoutenable. Mais Dimitri, lui, a disparu. Les enquêteurs lancent immédiatement une chasse à l'homme. Son signalement est diffusé dans toute la région de Saint-Pétersbourg. Quelques heures plus tard, ils apprennent qu'il pourrait s'être réfugié à Koudrovo, une petite ville en périphérie. Et effectivement, le soir même, le 10 août 2022, Dimitri est arrêté dans une voiture sans opposer de résistance. Il semble calme, froid. L'homme qui, quelques jours plus tôt, jurait qu'il se dénoncerait, voire qu'il en finirait, n'en avait en réalité jamais eu l'intention. Et pour Anastasia, celle qui avait au départ cru trouver en lui un mari, un allié, un partenaire de vie, le pacte d'amour s'est transformé en pacte de mort. Dès les premières heures de garde à vue, Dimitri avoue, il reconnaît être le seul responsable de la mort d'Anastasia. D'un ton calme, presque détaché, il raconte la même version que celle racontée à Tsebrenko. Il insiste. Ce n'était pas un acte de rage, selon lui, c'était un geste accompli à la demande d'Anastasia elle-même. Il affirme, comme il l'avait déjà raconté à Tsebrenko, que Nastia traversait une profonde détresse psychologique, qu'elle ne voulait plus vivre, qu'elle lui aurait demandé de l'aider à partir. Il raconte qu'au tout début de leur relation, ils auraient passé un pacte étrange. Si un jour elle décidait d'en finir, il serait celui qui l'aiderait à le faire. Selon lui, elle lui aurait même dit qu'il faudrait qu'il agisse par surprise, sans prévenir, au moment où elle s'y attendrait le moins. En parallèle, une amie de Dimitri, ou plutôt l'une de ses conquêtes, chez qui il s'était réfugié pendant 3 jours, publie plusieurs stories sur les réseaux sociaux du jeune homme fraîchement arrêté. Elle y écrit noir sur blanc que Dimitri a bel et bien tué Anastasia. Elle se dit choquée, mais que la situation est plus compliquée qu'elle en a l'air. Elle ajoute qu'elle ne peut pas le détester, estimant qu'il a voulu rendre service et que c'est Anastasia qui voulait en finir. Les publications n'ont duré que quelques minutes avant d'être supprimées, mais Internet, lui, n'oublie jamais. Quelques jours plus tard, la police organise une reconstitution directement dans l'appartement d'Anastasia. Sur place, Dimitri explique dans le détail ce qu'il prétend avoir fait. Il raconte qu'ils étaient allongés tous les deux dans le lit cette nuit-là, et à un moment donné, il aurait senti que c'était le bon moment, que c'était maintenant ou jamais. Alors, selon sa version, il l'aurait poignardée dans le dos pendant qu'elle dormait plusieurs fois. Puis il l'aurait prise dans ses bras, l'aurait assise sur ses genoux et dit qu'elle se serait réveillée et aurait répété 3 phrases « Je t'aime, embrasse-moi, appelle une ambulance » avant de mourir. Lorsque cette version commence à circuler dans la presse, celle d'un pacte intime, d'une promesse tenue malgré l'horreur, elle ne surprend pas certains proches d'Anastasia. Plusieurs affirment qu'elle avait déjà évoqué à de nombreuses reprises des pensées très sombres, un désespoir profond, et qu'elle avait même demandé à d'anciens compagnons de l'aider si un jour elle n'en avait plus la force. Il se rappelle cette manière qu'elle avait de parler de la mort, de dire qu'elle voulait tout arrêter. Depuis quelque temps, elle avait d'ailleurs ajouté à son nom d'utilisateur le mot « dead », formant ainsi « Grishman dead », et dans la description de son profil, une phrase glaçante figurait « Peux-tu me tuer ?» Le 22 janvier 2024, le procès de Dimitri s'ouvre à Saint-Pétersbourg. Il comparaît pour homicide volontaire. Dès le premier jour, il assume les faits. Il plaide coupable, mais reste campé sur sa version. Selon lui, il n'a fait qu'exécuter la volonté d'Anastasia dans un moment d'émotion extrême. Seulement voilà, les éléments recueillis par les enquêteurs vont bientôt révéler une réalité bien différente. Au regard des preuves relevées, des différents témoignages, des caméras de vidéosurveillance de l'immeuble, de l'analyse des réseaux sociaux et surtout des conversations téléphoniques extraites du téléphone d'Anastasia, les enquêteurs ont reconstitué le déroulé du drame. Après sa séparation avec Dimitri en juillet 2022, Nastia prépare un nouveau départ, un vrai, définitif. Elle veut quitter Saint-Pétersbourg, quitter la Russie, tourner la page et refaire sa vie en Corée du Sud. Elle commence à vendre ses effets personnels sur les réseaux, vide ses placards, trie ses affaires, son billet est presque réservé,
son avenir se dessine ailleurs. Le 30 juillet 2022, elle passe la soirée avec Kirill, un jeune homme rencontré sur les réseaux avec lequel elle s'est récemment rapprochée. Ils rient, discutent, partagent un moment léger, complice. D'après Kirill, tout se passe bien, rien, absolument rien, ne laisse présager le drame à venir. Le lendemain, le 31 juillet, ils déjeunent ensemble, puis Anastasia rentre chez elle. Dimitri est dans l'appartement. Sans doute a-t-il encore les clés. Pour les enquêteurs, c'est à ce moment-là que tout explose. Ils lui demandent des comptes. Où était-elle? Avec qui? En découvrant sa relation avec Kirill, il devient fou de rage. Il comprend qu'il est en train de la perdre définitivement. Et avec elle, ce qu'il considérait comme sa source de revenus. Sans Anastasia, sans sa notoriété et ses abonnés, Dimitri n'a rien. Pas de revenus, pas de travail, il vit entièrement à ses crochets. Pour les enquêteurs, tout indique un crime sur fond de jalousie. Il savait qu'elle voulait partir, elle vendait déjà ses affaires via ses réseaux, tenait même un compte dédié à ses vêtements, mais la découverte de cette relation le fait exploser. Une violente dispute éclate. Dimitri, fou de rage, saisit un couteau et la frappe 22 fois. Le rapport d'autopsie le confirmera. Anastasia a reçu 22 coups de couteau à la tête, au torse, au cou et au bras. L'enquête établira qu'elle a été tuée sur le lit. Les policiers retrouvent du sang dissimulé sous le matelas côté sommier. Dimitri a retourné le matelas, probablement dans la foulée, pour tenter d'effacer les traces. Un geste maladroit mais révélateur. Il savait ce qu'il faisait. Il voulait dissimuler au moins en partie ce qu'il venait de commettre. Il n'y a aucune ambiguïté. Au vu du nombre de coups et de la violence de l'attaque, il voulait la tuer. Après la mort d'Anastasia, il reste un moment face au corps inerte, puis il panique. Il parfume le petit appartement avec les fragrances de la jeune femme, traîne le cadavre jusqu'à la salle de bain, le dépose dans la baignoire, active la ventilation et ferme la porte. Commence alors ce que les enquêteurs appelleront plus tard la phase de dissimulation. Dimitri prend le téléphone d'Anastasia et envoie un message à Kirill. Un texte froid, laconique. « Je n'ai plus besoin de toi, tout est fini entre nous. » Kirill est abasourdi. Quelques heures plus tôt, ils riaient encore ensemble et maintenant Anastasia souhaite rompre. Ça n'a aucun sens pour lui. Mais Dimitri ne s'arrête pas là. Il prend le contrôle total de ses réseaux sociaux. Il lit ses messages, répond à sa place, y compris à sa mère Elena, et continue de publier pour faire croire qu'elle est toujours en vie. Faute de contenu neuf, il reposte d'anciennes photos et d'anciennes vidéos. Mais ce n'est pas tout. Il commence à vendre les affaires d'Anastasia, demande de l'argent à ses abonnés, poste des annonces sous son nom comme si c'était elle qui se séparait de ses biens. Il essaie de récupérer un maximum d'argent. Puis il tente de renouveler le bail de l'appartement. Nastia, qui s'apprêtait à partir à l'étranger, avait probablement résilié le contrat. Pour éviter toute visite du propriétaire, il prend les devants, il signe à son nom et s'installe officiellement dans un logement où le corps de son épouse repose toujours dans la baignoire. Il gagne du temps. Mais le compte à rebours est déjà enclenché. Dans ces jours d'entre-deux, il entame une nouvelle relation avec 2 autres femmes. Anastasia Tsebrenko, à qui il avoue ce qu'il a fait, ira tout raconter à la police une semaine plus tard. Et une autre jeune femme, dont le nom n'a pas fuité, publie le jour de son arrestation, le 10 août 2022, un message sur le compte Instagram de Dimitri. Ce texte explique que la vie d'Anastasia a été difficile, pleine de souffrances, et que Dimitri n'est pas un monstre. Selon elle, la mort d'Anastasia serait de son propre choix. Une reprise de la thèse du pacte, celle que Dimitri défend devant les enquêteurs. Très vite, le compte est supprimé et le message avec. Pendant ces jours d'errance, il mène une vie presque normale, il dort parfois chez cette nouvelle compagne, revient régulièrement sur les lieux du crime, les caméras de l'immeuble l'enregistrent à plusieurs reprises, il entre, il sort, il revient, comme si de rien n'était, comme si Anastasia n'était pas en train de se décomposer seule dans la salle de bain. Durant tout ce temps, il reste calme, froid, méthodique. Il se fait passer pour Nastia auprès de sa mère, de son nouveau petit ami, de ses clients. Il vend ses affaires en ligne et va jusqu'à demander de l'argent à ses abonnés. La famille et les amis de la jeune femme n'espèrent désormais plus qu'une chose, que justice soit rendue
Mais la peine prononcée provoquera l'indignation de l'opinion publique. Le 22 janvier 2024, Dimitri se présente au procès sous le nom marital d'Anastasia qu'il a conservé après leur mariage. Un choix qui peut-être visait à susciter une certaine clémence et qui pourrait aussi s'expliquer par une tentative de faciliter un éventuel changement d'identité pour quitter le pays après le mariage, mais ce n'est qu'une supposition. Ce jour-là, il est reconnu coupable de meurtre et condamné à 8 ans de prison dans un centre pénitentiaire à régime sévère. Seulement 8 ans, beaucoup s'en indignent. Une peine qui, au regard des faits, paraît presque dérisoire. Il a tué une jeune femme de 26 ans, l'a poignardée 22 fois, l'a laissée dans une baignoire pendant près de 10 jours, puis a manipulé ses proches et ses réseaux pour gagner du temps. Au moment du verdict, le juge justifie néanmoins sa décision. L'accusé a reconnu les faits, a coopéré avec l'enquête et aucune circonstance aggravante n'a été retenue dans le dossier. Il ne s'agit pas d'un meurtre commis avec torture, ni sur une personne mineure, ni d'un assassinat au sens de la loi russe, c'est-à-dire une préméditation avérée. Pour le tribunal, il n'y a d'ailleurs aucune préméditation. Dimitri serait venu demander des explications, la situation aurait dégénéré sur fond de jalousie et il l'aurait attaqué. Le tribunal applique donc strictement le droit, mais il rejette catégoriquement la version d'un pacte de mort. Le juge dit ne pas croire une seule seconde à cette histoire d'euthanasie déguisée et de promesses tenues. Pour la cour, c'est un meurtre pur et simple, un acte jaloux, violent, impulsif et profondément égoïste. Dimitri a 26 ans au moment de sa condamnation. S'il purge sa peine jusqu'au bout, il sortira à 34 ans, voire plus tôt si ses 2 premières années de détention provisoire, avant le procès, sont imputées sur la peine. Pour la famille et les proches d'Anastasia, cette peine est vécue comme une injustice. Au regard de l'horreur du crime et de sa froide dissimulation, 8 ans, c'est terriblement peu. En Russie, la peine maximale pour un meurtre simple, sans circonstances aggravantes, est de 15 ans de prison. En comparaison, en France, le meurtre est puni jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. L'assassinat, c'est-à-dire avec préméditation, peut aller jusqu'à la perpétuité. En tant que Française, et ce n'est que mon opinion, j'ai parfois l'impression que notre justice paraît laxiste quant à la durée effective des peines et à la multiplication des secondes chances. Pourtant, ici, alors même que la Russie est souvent perçue comme un État gouverné d'une main ferme, au droit pénal conservateur et aux sanctions réputées sévères, c'est bien la brièveté de la peine qui choque. 8 ans seulement pour un meurtre d'une telle violence. Beaucoup estiment qu'il s'en sort trop bien. Certains proches confieront dans les médias que le plus insupportable, c'est de savoir que Dimitri sera libre avant ses 35 ans, qu'il pourra recommencer sa vie, tandis qu'Anastasia, elle, ne reviendra jamais. Dimitri n'a pas fait appel, il a accepté le verdict sans le contester, comme s'il s'en satisfaisait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette condamnation. Les obsèques d'Anastasia ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Saint-Pétersbourg. Il y avait sa mère, son père, ivre pendant la cérémonie, sa grand-mère ainsi que quelques amis dont la rappeuse Hofmanita qui dira « Je sais que Nastia ne voudrait pas qu'on pleure, elle aimerait nous voir sourire ». Un détail a toutefois choqué. La mère a accepté la présence de caméras autorisant une chaîne de télévision à filmer la cérémonie contre un paiement d'environ 1 000 €. Un geste qui a divisé, beaucoup y ont vu une indécence, une manière de tirer profit du drame. La grand-mère de Nastia et Elena se sont évitées du regard durant tout l'enterrement. Selon certains témoignages, des personnes se disant amies d'Anastasia auraient volontairement enivré Elena pour voler des vêtements et d'autres objets dans l'appartement de la défunte. J'ai lu cette information dans plusieurs articles et elle sera d'ailleurs confirmée par un ami de Nastia. C'est vraiment des vautours, c'est d'une bassesse inqualifiable. Quelques semaines plus tard, une nouvelle émission d'Au-delà de la limite est diffusée, cette fois consacrée à la mort d'Anastasia. Le ton est grave, l'atmosphère lourde, la mère de Nastia est là, les traits tirés, submergée par l'émotion, lorsqu'elle évoque les derniers messages qu'elle croyait recevoir de sa fille. Puis vient le témoignage d'Anastasia Tsebrenko, c'est
la première fois qu'elle parle publiquement. Elle raconte comment elle a appris la vérité, les mots de Dimitri, le choc, la sidération. Elle avoue aussi sa culpabilité. Avoir gardé le silence plusieurs jours, avoir hésité à prévenir la police, elle confesse qu'elle aurait dû parler plus tôt et qu'elle ne se le pardonnera sans doute jamais. Les mots, lancés des mois plus tôt par Margarita sur ce même plateau où les deux rivales s'étaient fait face, je leur donne 1 mois avant qu'ils ne la frappent, résonnent rétrospectivement comme une prophétie devenue hélas plus tragique encore. Depuis la mort d'Anastasia, la plupart de ses comptes ont été désactivés, TikTok, Instagram, OnlyFans, tout a disparu. Sur la toile, des comptes de fans subsistent, partageant ses anciennes vidéos et ses photos pour entretenir sa mémoire. Pour cette enquête, j'ai parcouru de nombreux sites et journaux en ligne, russophones ou non russophones. Beaucoup la réduisent dans leur titre à l'actrice porno, alors qu'elle n'a tourné en réalité que quelques scènes avec Dimitri, son mari d'alors. La réduire à cela est, je trouve, malhonnête. Anastasia était bien plus que cette étiquette. Une âme en peine, livrée à elle-même très tôt, cherchant sa place dans ce monde à l'image du héros d'Évangélion qu'elle chérissait tant, Shinji. Sans réel contrôle parental, elle fait son premier tatouage à 15 ans, se tatoue le visage puis le corps entier. On peut comprendre la passion de l'encre, graver un souvenir, une phrase, un choix esthétique, mais à 15 ans, a-t-on la maturité pour décider des marques irréversibles? Le rôle des parents est d'accompagner, de guider, d'élever au sens noble en transmettant amour, valeurs, cadre moral, écoute, sécurité et confiance. Anastasia a longtemps dû compter surtout sur elle-même. Sa grand-mère a vu arriver chez elle une enfant de 12 ans, au caractère déjà bien trempé, qu'elle a aimée comme sa propre fille. Mais Nastia n'a jamais eu de référence solide pour l'aiguiller. Ses tatouages, souvent réalisés par elle-même, ressemblaient parfois à ce qu'elle aurait griffonné sur un carnet de brouillon, une idée le soir, de l'encre le lendemain, puis l'envie d'en effacer certains, d'en recouvrir d'autres. Elle s'est entourée d'amis vivant en marge, entre débrouilles, substances et fêtes, où seule compte le moment présent. Malgré tout, elle a su rester indépendante, monter ses affaires et tenter sans relâche de préserver un lien certes compliqué avec sa mère. Elle lui offrait régulièrement des cadeaux, des cosmétiques, l'invitait au restaurant et essayait de partager le plus de moments possible avec elle. 1 an avant le drame, en 2021, bien avant son histoire avec Dimitri, elle assiste à une émission sur les relations mère-fille. Dans le public, elle prend la parole en larmes pour raconter son histoire, sa relation avec Elena, l'alcool et ce que cela a brisé entre elles. Anastasia était une jeune femme en cruel manque de repères et surtout d'amour. Son histoire lui a forgé un tempérament singulier, souvent perçu comme marginal. Elle était fan d'artistes comme 6ix9ine ou XXXTentacion qui l'ont confortée dans son esthétique et son attitude. Elle savait qu'elle choquait, elle en jouait, jusqu'à la provocation pure. Comme lorsqu'elle disait vouloir voir ses fesses placardées dans les rues et ses films projetés dans les églises. Malgré tout, ceux qui l'ont connue la décrivent comme quelqu'un de gentil, attentionné et généreux. La seconde émission d'Au-delà de la limite diffusée après sa mort a réuni 4 de ses amis. L'un d'eux, un ex, a raconté qu'elle lui avait déjà demandé à l'époque de l'aider à en finir. Les autres ont aussitôt protesté. N'importe quoi, elle n'aurait jamais fait ça, elle aimait la vie, elle avait tant de projets. Un autre ami a confirmé que des affaires d'Anastasia avaient bel et bien été volées, en partie par Dimitri, mais aussi par certains faux amis venus soi-disant aider sa mère à vider l'appartement. Il affirme avoir pu sauver quelques toiles et une robe qu'elle avait cousue. Tous étaient profondément émus, ils n'ont dit d'elle que du bien. Dimitri, lui non plus, n'a pas été épargné par la vie. Avec le temps, il est devenu un jeune homme égoïste, froid et calculateur. Il maintenait son ex Margarita sous emprise, la contraignant à tourner avec lui des contenus pour adultes. Elle s'exécutait par amour, par peur de le perdre. Quelques années plus tard, lorsqu'il croise Anastasia, il change de cible. Il perçoit le potentiel de la jeune tatoueuse et n'a aucun scrupule à faire tourner en bourrique Margarita qui comprend bien que quelque chose se trame entre eux. Apprenant que Dimitri aurait offert une voiture à Anastasia, Margarita, hors d'elle, prend le volant et va
encastrer sa propre voiture dans l'une des voitures d'Anastasia. Ce geste désespéré dit tout de l'emprise et de la cruauté dont Dimitri a fait preuve à son égard. Lorsqu'il se met officiellement avec Anastasia, il la demande en mariage en un rien de temps, alors qu'avec son ex, il n'avait en 5 années jamais été question de mariage. Sans doute voulait-il lui mettre le grappin dessus rapidement, il a même pris son nom de famille. Il humilie ensuite de nouveau Margarita, la traitant d'hystérique sur un plateau télé. Elle y apparaît encore très affectée, obligée d'affronter à la fois son ex et celle qui fut d'abord une idole pour elle, devenue rivale, une mise en scène cruelle qui souligne le mépris de Dimitri. Il était instable et consommait des substances au quotidien. Je n'ai pas trouvé d'éléments publics sur d'éventuelles analyses toxicologiques d'Anastasia ou de Dimitri. Difficile toutefois d'imaginer qu'il était à jeun ce jour-là. Peut-être qu'un pacte a existé, peut-être qu'Anastasia lui a réellement demandé de l'aider à partir, mais rien ne justifie pour autant qu'il passe à l'acte. Je ne crois absolument pas à ce mobile. Il était selon moi simplement fou de rage et de jalousie et a déchaîné sa violence sur elle. Par la suite, il agit avec un sang-froid terrifiant. Il rompt d'abord dans la foulée la relation de Nastia avec Kirill, preuve de la place que cette relation occupait dans ses priorités, puis tente d'écouler ses effets et de disparaître sans réelle perspective d'exil. Personnellement, je trouve que 8 ans de prison, c'est scandaleux. Il sortira au début de la trentaine et pourra recommencer sa vie alors que Nastia est morte de ses mains. J'ai une pensée pour sa grand-mère, seule figure maternelle stable et fiable qui l'a toujours soutenue, ainsi que pour Elena, malgré ses failles et leur relation abîmée, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant et de le perdre ainsi. Elle aimait sa fille à sa manière, mais ses démons prenaient trop de place, sa peine doit être immense. Enfin, je tenais à vous dire que sous mes vidéos, je lis parfois des commentaires qui chargent les victimes au regard de leur style de vie, de leur mode de vie, de ce qu'elles affichent en ligne, comme pour Augusta récemment. Je suis pour la liberté d'opinion, et le respect doit primer d'abord pour les victimes. Anastasia avait ses torts, comme nous tous, elle a fait des choix, personne ne mérite de mourir ainsi. J'espère que Nastia, comme ses proches l'appelaient, qui a vécu sa vie comme elle l'entendait, repose aujourd'hui en paix pour l'éternité. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette longue vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez inscrire Anastasia dans les commentaires. Merci encore à June's Journée d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement le jeu via le lien qui se trouve en description ou en scannant le QR code qui s'affiche ici. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents!